Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'attaque surprise de l'aviation japonaise qui anéantit l'escadre américaine du Pacifique basée à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Un succès de la flotte nippone un peu trop facile qui a fait planer le doute pendant plusieurs années. Roosevelt aurait délibérément laissé faire les Japonais pour vaincre les réticences américaines pour entrer en guerre et intervenir en Europe. Mais le savais-tu ? Une question intéressante, c'est pourquoi les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Pour comprendre, il faut se replacer dans le contexte des années 1930. Le Japon essaye de s'imposer sur une partie du monde asiatique en envahissant la Mandchourie et une partie de la Chine. En réaction, le président Franklin Delano Roosevelt s'allie à la Chine et décide de mettre en place un embargo sur les matières premières, acier et pétrole, mais également gel des avoirs japonais. C'est un affront et la puissante Amérique est un obstacle à l'impérialisme du pays du soleil levant. Il faut comprendre que Pearl Harbor est une cible de choix. C'est la base la plus grande de l'océan Pacifique et une belle prise de choix pour l'armée japonaise. Elle voit ici la possibilité d'affaiblir la patrie de l'oncle Sam et ainsi de lui permettre de poursuivre sa politique d'expansion en Asie. Oui, mais il faut aussi parler du grand instigateur de ce plan, l'amiral Isokoro Yamamoto, amiral de la marine japonaise et personnalité marquante de cette guerre, et autant vous dire que c'est un militaire d'expérience. Engagé en 1901 à l'Académie navale à Etajima, il sort diplômé en 1904 et en 1905 il combat pendant la guerre russo-japonaise en tant qu'enseigne de vaisseau à bord du croiseur Nishin. Il a également reçu la plus haute distinction de son pays, l'ordre du chrysanthème, mais également la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaive. A noter que celui-ci est le seul nom allemand à avoir reçu cette distinction très prestigieuse. Pour en revenir à nos moutons, cet amiral veut écraser les forces ennemies dès le début du conflit pour avoir le champ libre, à la différence des dirigeants militaires japonais qui, eux, veulent conserver une attitude plutôt défensive. Il va donc concevoir l'attaque de Pearl Harbor qui est censée garder une grande partie de la flotte américaine du Pacifique. Pour mettre au point son attaque, il va s'inspirer de l'opération Judgment du 11 novembre 1940, un raid britannique mené sur le port de Tarente via le porte-avions Illustrious qui a envoyé 21 avions en 2 vagues et mis hors de combat 3 navires italiens. Il va donc préparer sa flotte sous les ordres de l'amiral Shushui Nagumo. Celle-ci comprend 6 porte-avions, le Kaga, l'Akagi, l'Iryu, le Soryu, le Zukaku et le Shokaku, qui transportent au total 450 appareils. Et oui, ça en fait un paquet. Ils sont bien évidemment escortés par 5 croiseurs, 9 destroyers et 3 sous-marins qui vont permettre d'ouvrir la voie. L'assaut est planifié pour le 7 décembre à l'aube, un dimanche, profitant ainsi du fait que la plupart des marins sont de repos. Nom de code de l'opération, Tora, 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 ou Tigre en japonais. Objectif, annihiler la flotte américaine. Ainsi, à 6h du matin, à 370 km de Pearl Harbor, l'amiral Nagumo lance la première vague composée de 183 avions. Bombardiers, avions torpilleurs, bombardiers en piqué, escortés par les chasseurs A6M, le fameux Zéro. À 7h, le radar américain sur Pearl repère une large formation aérienne à 250 km, mais pense qu'il s'agit de forteresses volantes qui avaient été annoncées pour la soirée et qui avaient décollé de Californie. À 7h50, le premier chasseur est en vue et à 7h53, le déluge de feu et d'explosions commence. Au matin de ce 7 décembre, il y a 127 navires et donc 94 au mouillage. Par chance, les 3 porte-avions américains, le Saratoga, le Lexington et l'Enterprise, ainsi que 13 croiseurs sont partis en patrouille au large. Les Japonais vont donc concentrer leurs efforts sur les 7 cuirassés, l'Arizona, l'Oklahoma, le West Virginia, le California, le Nevada, le Marineland et le Tennessee, qui étaient amarrés 2 par 2 le long de l'île Ford, une île qui se trouve au centre de la baie. Les premières victimes furent l'Arizona, qui reçut une première bombe de 800 kg à l'avant et une deuxième qui tomba dans la cheminée de la salle des machines. L'impact et l'explosion fut si violent que le navire se brisa en deux et tua 1106 hommes, sur un bâtiment comptant 1500. L'Oklahoma fut le second en recevant 3 torpilles sur son flanc gauche, ce qui le fit chavirer. Malheureusement, de nombreux matelots se retrouvèrent prisonniers du ventre du navire et agonisèrent pendant 17 jours dans le noir. À 7h15, la deuxième vague d'avions décolla et poursuivit ses objectifs, mais se concentra sur les installations de l'île Ford, les quais d'hydravion et sur les 2 bases aériennes, détruisant sur leur passage de nombreux appareils. L'amiral Nagumo se refusa à renvoyer sa première vague pour une 3e couche. Il estimait que les défenses américaines étaient alertées et donc prêtes à riposter. Il mit le cap au nord avec à la clé un incontestable succès tactique. Comme vous pouvez vous en douter, le bilan est terrible. 2403 morts, 1178 blessés, 18 bâtiments hors de combat et 159 appareils détruits contre 29 avions et 55 aviateurs japonais. Le Japon a réussi la plus formidable attaque surprise de tous les temps. Un plan incroyablement audacieux de l'amiral Yamamoto, un raid de 5500 km du Japon contre une base ennemie considérée comme la mieux protégée de tout le Pacifique. Une réussite reposant sur une préparation minutieuse, les renseignements, un brin de chance mais aussi la négligence des militaires américains.
incarné par le général Walter Short et l'amiral Husband Edward Kimmel, qui avertit de la possibilité d'une offensive nippone, n'envisage pas un instant que Pearl Harbor puisse être la cible. Mais pas que, puisqu'ils vont aussi négliger la surveillance radar en formant peu ou mal les opérateurs, et ils ne vont rien changer aux habitudes de la flotte, celle-ci rentre s'amarrer à la base chaque week-end, comme d'hab. Rajoutez à cela que les deux hommes ne peuvent pas se sentir et donc par extension n'échangent pas leurs informations. Mais ne croyez pas, à Washington, on a les mêmes problèmes et les mêmes hésitations. Mais ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des codes japonais vers la fin 1940 ont été étudiés et décryptés au plus haut. On sait que quelque chose est en train de se préparer. Les services de renseignement travaillent, mais de manière totalement dispersée. Ils se jalousent et conservent les informations. Mais le vrai problème, c'est qu'ils sont incapables de démêler le vrai du faux, puisque les Japonais sont passés maîtres dans l'art de la désinformation. Même si certains vont réussir à confirmer l'heure, la date et le lieu, une large partie de l'état-major considère que c'est techniquement impossible pour les Japonais de lancer un raid contre une base si éloignée. Certains responsables américains connaissent la fragilité économique du Japon et pensent que celui-ci n'osera pas attaquer directement et que, au pire, ce sont les Philippines, Bornéo ou la Malaisie qui seront menacés, mais certainement pas Pearl Harbor. Du coup, le général Marshall, informé 1h30 avant l'opération, va prévenir toutes les bases américaines d'une attaque imminente, sauf Pearl. Beaucoup de maladresses qui paraissent franchement suspectes et surtout qui se cumulent. Donc oui, on la voit venir de très loin, la thèse qui veut que Roosevelt a utilisé l'escadre de Pearl comme appât pour attirer une attaque japonaise. Après, on a quand même des exemples intéressants. En 1944, Thomas Dewey fait campagne contre Roosevelt et découvre les capacités d'interception et de décodage des communications japonaises. Il pense que grâce à cette révélation et en dénonçant Roosevelt, il va remporter les élections. Heureusement, le chef d'état-major des armées, l'amiral William Lee, réussit à le convaincre de ne pas rendre cette information publique en lui expliquant qu'en faisant cela, il faisait perdre aux États-Unis une de leurs armes les plus importantes. Le 3 septembre 1945, le magazine Life, et juste après la capitulation du Japon, a suggéré dans un article que le président avait calculé l'attaque de Pearl Harbor. L'article fut botté en touche et considéré comme une attaque sans valeur et aucun fondement car il n'y avait aucune preuve tangible. On le sait, Roosevelt voulait une participation des États-Unis dans cette guerre, non dans le Pacifique, mais en Europe car il savait qu'une victoire de l'Allemagne hitlérienne constituerait une menace pour la sécurité du pays. En plus, les Allemands ne répondaient pas aux multiples provocations, gel des avoirs, aide militaire à la Grande-Bretagne, etc. C'est peut-être pour ça que Roosevelt porta son attention sur le Japon, qui, je vous le rappelle, avait signé le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie. Un pacte qui permettrait aux Américains de rentrer en guerre et d'intervenir en Europe en cas d'agression du pays du soleil levant. L'idée était d'amener le Japon à commettre le faux pas pour légitimer la guerre. Les services de renseignement de la marine avaient par ailleurs intercepté de nombreuses communications japonaises et savaient décrypter le fameux code pourpre. Du 17 au 25 novembre 1941, l'US Navy a intercepté 83 messages envoyés par l'amiral Yamamoto au porte-avions, dont un en date du 25 que je trouve particulièrement éloquent. La flotte combinée, en gardant le plus strict secret sur ses mouvements, est maintenant en état d'alerte maximale à l'égard des menaces aériennes et sous-marines, fera route vers les eaux hawaïennes et dès l'ouverture des hostilités, attaquera la force principale de l'ennemi et lui portera un coup fatal. Mais il y a aussi concordance au niveau des sources. On peut penser par exemple à l'agent double Dusko Popov qui travaillait pour les Allemands, nom de code Ivan, et pour les Britanniques, nom de code Tricycle. Il va avertir les Alliés ainsi qu'Edgar Hoover, patron du FBI, d'une attaque imminente sur Pearl Harbor. Nous avons également les services de renseignement coréens ou encore l'armée néerlandaise qui stationne à Java qui vont eux aussi révéler l'attaque. Mais Roosevelt considère qu'il est important pour la défense nationale de ne pas le révéler et d'ailleurs l'amiral Kimmel ainsi que le général Short ne seront jamais avertis. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en pleine tension diplomatique et les navires US dans le Pacifique Nord changent de trajectoire pour ne pas croiser la flotte japonaise qui, elle, est en approche. Ce qui est quand même vachement surprenant. Il y a aussi un manque dans l'aviation américaine, essence, pièces de rechange, car les escadrilles de reconnaissance basées à Hawaï comptaient un appareil sur deux pouvant prendre l'air, donc impossible de surveiller correctement la côte. Et bien sûr, le pire du pire, c'est que les forces en présence à Pearl ont reçu l'ordre de contrer toute tentative de sabotage et d'espionnage, ce qui par extension amène au regroupement des équipements militaires, comme les navires ou encore les avions pour éviter d'être vus, localisés ou comptés, ce qui évidemment a offert des cibles plus faciles à détruire. Mais ce qui peut paraître encore plus étonnant, c'est qu'un message crypté de Tokyo à son ambassade à Washington annonce l'imminence de l'attaque, message rapidement décrypté par les services de renseignement américains et ce, la veille du 7 décembre 1941. Réaction immédiate, Roosevelt convoque le chef des opérations, l'amiral Stark, ainsi que son chef de l'état-major, le général Marshall, à une réunion, ce qui ne laisse aucun doute sur la gravité de la situation. D'ailleurs, Stark, des années plus tard, déclarera devant la presse qu'il était en accord avec sa conscience sur Pearl Harbor, dans la mesure où ses actions avaient été dictées par une autorité supérieure. Bon, entre nous, la seule autorité au-dessus d'un chef d'état-major, c'est le président. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, suite à cette attaque, on va constituer la commission Roberts pour mener l'enquête. Elle sera présidée par l'honorable juge de la Cour suprême, Owen Josephus Roberts,
À savoir que cette commission était constituée de relations du président et du général Marshall. Un sacré coup de bol, non? Ainsi, le président et ses chefs d'état-major furent blanchis, mais l'amiral Kimmel et le général Short furent accusés de manquement à leurs devoirs, mais ils évitèrent la cour martiale. Vous me direz, c'est déjà ça. Bien sûr, d'autres historiens à l'heure actuelle considèrent cette théorie comme une légende ou de simple spéculation. C'est le cas de l'historien rattaché au Mémorial national de Pearl Harbor, Daniel Martinez. Pour lui, comme beaucoup d'autres, cette théorie n'est là que pour vendre. Roosevelt, nous le savons, voulait combattre en Europe et non dans le Pacifique. La dernière chose dont il avait besoin, c'était de combattre sur deux fronts. De plus, l'Amérique en 1941 n'était pas franchement ce que l'on pourrait appeler une superpuissance militaire. L'armée de terre, la marine ou encore l'aviation comptaient un effectif réduit et du matériel qui n'était certainement pas à la pointe. En outre, à la veille de l'attaque, Roosevelt avait écrit à l'empereur du Japon pour tenter désespérément d'éviter la guerre avec Tokyo. Après, les services de renseignement savaient pertinemment qu'un conflit était imminent et inéluctable, mais rien ne laissait entrevoir que ce serait la base hawaïenne qui était visée. Les Américains s'attendaient à une attaque en Malaisie, aux Philippines ou à Bornéo, plus proche du Japon et donc, vous en conviendrez, plus facile à prendre. On pourra également souligner que les radars n'ont pas vu approcher les porte-avions ainsi que les 400 appareils qui se tenaient à 350 km, mais le système de surveillance était considéré comme archaïque et les opérateurs insuffisamment instruits. Les États-Unis étaient surtout aveuglés par leur sentiment de puissance et pensaient que les Japonais étaient incapables de faire ça. Pour eux, ils étaient inférieurs militairement et même mentalement. Mais tout ceci importe peu, car au lendemain de Pearl Harbor, le Congrès américain déclarait officiellement la guerre au Japon. 3 jours plus tard, l'Allemagne déclarait à son tour la guerre aux États-Unis. Ainsi, la guerre sur deux fronts commençait pour Washington, et l'amiral Yamamoto scellait malgré lui l'issue de ce conflit dans le Pacifique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, de nombreux historiens continuent d'étudier cet événement, et tôt ou tard, nous connaîtrons la vérité, et comme le dit si bien le proverbe, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Avant de nous laisser, n'oubliez pas de voter pour le prochain sujet. Je vous propose donc la bête du Gévaudan qui sous le règne de Louis XIV fit des dizaines de victimes. Elle frappa en Lozère, Ardèche, Haute-Loire et le Cantal, un animal mystérieux qui fit bien des ravages. Ou Robert Surcouf, le roi des corsaires qui connut la gloire et la richesse en pourchassant les navires de commerce de la perfide Albion dans le golfe du Bengale. Pour voter, vous trouverez le lien dans la description et vous avez jusqu'à lundi soir. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.